Épisode 94, faut-il célébrer Napoléon? Salut à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va encore une fois parler de Napoléon, mais aujourd'hui on va l'aborder sous un angle un peu différent, celui de l'héritage et de la commémoration. Vous le savez, le 5 mai, c'était le bicentenaire de la mort de Napoléon et cet anniversaire a été commémoré en France par le président de la République, Emmanuel Macron. Et cette commémoration, c'était ce qu'on peut appeler un exercice d'équilibriste. Un équilibriste, c'est une personne qui marche sur un fil en essayant de garder l'équilibre. Et quand on dit qu'une chose est un exercice d'équilibriste, ça veut dire que c'est un exercice assez difficile dans lequel on essaye d'équilibrer les choses et de ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Emmanuel Macron a fait cet exercice d'équilibriste qui était la commémoration de Napoléon. D'un côté, rappeler son héritage, l'héritage que Napoléon a laissé à la France, sans pour autant passer ses erreurs sous silence, sans pour autant ignorer les erreurs qu'a commises Napoléon. Mais c'est vrai que les politiciens, en général, ont tendance à instrumentaliser l'histoire, autrement dit, à se servir des grands personnages et des grandes dates historiques pour légitimer leur discours politique. Donc c'est un peu ça qu'a fait indirectement Emmanuel Macron, de manière relativement subtile. Donc on ne peut pas vraiment se fier au discours des politiciens pour vraiment comprendre cet héritage napoléonien. Alors moi, j'ai préféré demander l'avis d'un historien, et plus particulièrement un professeur d'histoire agrégé, Florent Van de Pitt, qui est aussi auteur de plusieurs livres de culture générale. Il a très gentiment accepté de répondre à mon invitation et c'est notre interview que je vais vous diffuser maintenant. Vous allez voir qu'on est resté dans un registre assez formel, on a utilisé le vouvoiement. Je pense que j'aurais pu lui proposer de se tutoyer, mais je me suis dit que ça serait un bon exercice pour vous d'entendre quelque chose d'un peu différent, un registre un peu plus formel. Vous allez voir qu'on n'a pas fait d'effort particulier pour adapter notre façon de parler. J'ai demandé à Florent Van de Pitt de parler normalement, comme il le ferait avec ses élèves. Il a une diction qui est très claire, donc à mon avis, vous n'aurez pas beaucoup de mal à le comprendre, mais vous allez voir qu'il y a quelques expressions, des mots de vocabulaire que vous n'avez peut-être jamais entendus. Donc pour ça, comme d'habitude, je vous invite à lire la transcription de l'épisode, mais essayez d'abord d'écouter cette interview une ou deux fois sans lire la transcription, et à mon avis, vous serez déjà capable d'en comprendre une grande partie. Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'écouter cet entretien avec le professeur Florent Van de Pitt. Florent Van de Pitt, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Je sais que vous êtes très occupé en ce moment, en plus, avec la rédaction d'un nouveau livre, il me semble. Tout à fait. Sur la géopolitique, cette fois. D'accord. Donc, un sujet assez différent de celui qui va nous intéresser aujourd'hui, quoique. Il y a une forme de géopolitique dans les guerres napoléoniennes et dans son héritage. Alors, moi, je vous ai découvert en préparant l'épisode précédent, justement, consacré à Napoléon, en lisant votre entretien sur le site Géo. Et vous êtes donc historien. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à Napoléon en particulier ?
Alors Napoléon est en effet une des grandes figures de l'histoire de France, donc on ne peut que s'y intéresser quand on enseigne l'histoire, quand on essaie justement d'écrire des livres d'histoire. De la même manière, j'ai commis un livre sur le général de Gaulle. Toutes ces grandes figures ont contribué évidemment à construire l'histoire de France. Et est-ce qu'il y a des choses en particulier dans son histoire personnelle qui vous ont interpellé, ou alors c'est simplement ce qu'il incarne, le personnage et ses réalisations et son poids dans l'histoire qui vous ont intéressé? Oui, à titre très personnel, je ne suis pas un de ces passionnés turiféraires de Napoléon qui collectionne les objets lui ayant appartenu. Je le considère plutôt à sa place de homme qui a marqué l'histoire de France, mais au même titre que d'autres épisodes. Il ne s'agit nullement d'une passion pour Napoléon. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on parle justement de l'image de Napoléon. Et avant de lancer cet enregistrement, on parlait en antenne du fait qu'on le compare un peu parfois maintenant à un influenceur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Napoléon était vraiment un communicant d'exception, un communicant d'avant l'heure, ou finalement pas plus qu'un Louis XIV et les souverains qui l'ont précédé? De la même manière que les souverains qui l'ont précédé, il utilisait effectivement plusieurs moyens pour construire son image. Napoléon a voulu, contrairement à eux, se présenter comme une synthèse de l'histoire de France. Il a voulu à la fois reprendre à son compte l'héritage de la monarchie, mais aussi l'héritage de la Révolution. Et c'est peut-être cette volonté de rassembler les deux héritages qui constitue une différence majeure. Dans les méthodes, il utilise notamment l'art. On peut penser évidemment au monumental tableau Le Sacre de David, qui est un peu le symbole de cette mise en scène du pouvoir. Comme les rois, il se représente lors du couronnement. Il récupère les symboles du pouvoir. Ce couronnement a lieu dans une cathédrale, mais contrairement au roi, il se couronne lui-même. Il tourne le dos à l'autel. Il choisit Paris, la ville des révolutions. Donc il construit sa légende à travers l'art, à travers les écrits également. On peut penser bien sûr à ses mémoires qu'il a dictées donc à l'un de ses fidèles, Las Cases, qui l'a accompagné jusqu'à Sainte-Hélène. Il se construit comme un chef d'État modernisateur qui a diffusé au monde les valeurs de la France. Et de manière aussi un peu plus peut-être prosaïque ou triviale, il a construit aussi son image à travers on pourrait dire son style vestimentaire et son allure qui est très reconnaissable, qui est connue dans le monde entier, avec cette façon très personnelle de porter le bicorne qu'il a plus ou moins démocratisé. Et on a l'impression qu'il avait vraiment en tête tout ce plan en fait pour marquer les esprits à tout prix. Alors justement par rapport à son image, comment a-t-elle évolué après sa mort et pendant les 2 siècles justement qui séparent sa mort de l'époque actuelle? On entend beaucoup de polémiques aujourd'hui autour du bicentenaire, on y reviendra. Ces polémiques, elles ont accompagné les 200 ans d'histoire depuis sa mort, donc le 5 mai 1821. Pour faire simple et essayer de faire quelques découpages historiques, il a été globalement l'objet d'un discrédit sous la Restauration, puisque lui succèdent les frères de Louis XVI, donc Louis XVIII et Charles X, et ces rois essaient de le présenter comme un usurpateur du trône de France. C'est à ce moment-là d'ailleurs que se construit sa légende noire pour essayer de porter du crédit au roi. Dans un deuxième temps, avec la monarchie de Louis-Philippe, il est l'objet d'une véritable napoléomania. Pour essayer d'intégrer les libéraux, Louis-Philippe propose d'ailleurs en 1840 le fameux retour des cendres, donc sous la coupole des Invalides. Troisième temps, sous le Second Empire, Napoléon est clairement adulé. Napoléon III, son neveu, met en scène la filiation avec son oncle. Et depuis, sous la République, à partir de 1870, c'est là où on trouve justement une République globalement mal à l'aise qui conserve une partie de son héritage, une vision universaliste de la France, une volonté de conquête qui se traduit par la colonisation, mais une République qui en rejette
une autre partie de cette figure, en particulier la personnalisation extrême du pouvoir. Donc, juste pour expliquer à nos auditeurs, ce retour des cendres de Napoléon, c'est un épisode assez important. Les cendres, donc pour expliquer, c'est quand une personne décède, on peut soit décider de l'enterrer, soit de brûler son corps, et on collecte ces cendres pour les mettre en général dans une urne. Et où étaient les cendres de Napoléon avant d'être rapatriées en France, justement ? Alors Napoléon est mort à Sainte-Hélène, donc une île à plusieurs milliers de kilomètres de la France. L'objectif était vraiment de l'isoler, d'éviter un retour en politique, retour qu'il avait réussi dans un premier temps pendant la période que l'on appelle les 100 jours, après une première restauration des Bourbons. Et cette fois-ci, les Anglais, pour éviter tout nouveau retour en politique, l'ont exilé sur une île où il est décédé en 1821 et où il a été enterré dans un premier temps. Ok. Et ces cendres ensuite ont été rapatriées et mises aux Invalides, où elles se trouvent toujours. D'ailleurs, c'est là qu'a eu lieu la commémoration officielle cette année. Et est-ce que vous avez regardé la commémoration et le discours d'Emmanuel Macron ? Non, à titre très personnel, je suis peu féru des commémorations. Ces moments où l'on instrumentalise l'histoire au service d'un discours politique ne m'intéressent pas. Après, des éminents historiens étaient présents à cette commémoration, l'ont commenté également, puisque c'est évidemment un moment de célébration de l'histoire. Mais à titre très personnel, je n'étais pas devant ma télévision à ce moment-là. Et concernant ce qui nous fascine aussi chez Napoléon, et nous en particulier les Français, c'est cette figure du sauveur. Parce que voilà, certains historiens disent que les Français recherchent toujours cette figure du sauveur, de la personne qui va réussir à retourner complètement la situation, résoudre tous les problèmes, que Napoléon incarne vraiment cette figure. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce que pour vous Napoléon représente cette figure du sauveur chère aux Français ? Il est souvent présenté effectivement comme un homme providentiel, comme quelqu'un qui a réussi à réconcilier les Français après la période révolutionnaire. Il succède, il ne faut pas l'oublier, à une période relativement sombre de l'histoire de France et en particulier à la Terreur. Donc un régime d'exception qui consistait à éliminer tous les opposants à la Révolution française. Napoléon, qui succède donc à cette période, essaie de restaurer un semblant d'unité en France, unité d'un point de vue religieux, unité d'un point de vue politique, et de ce point de vue-là, il est effectivement, en un certain sens, le restaurateur d'une France apaisée au début du XIXe siècle. Et ensuite, il est même allé beaucoup plus loin avec la création de l'Empire et en donnant une puissance à la France qu'elle n'avait jamais obtenue auparavant et qu'elle n'obtiendra plus jamais après sa mort. Évidemment, c'est lui qui est à l'origine de cette puissance européenne de la France, puisque sous son égide, la France contrôle une grande partie de l'Europe, que ce soit par des conquêtes directes ou par des alliances. C'est aussi ces conquêtes qui construisent la légende noire de Napoléon, puisqu'au fur et à mesure de ces conquêtes, il installe des membres de sa famille sur les différents trônes de France. Et ça contribue également à sa légende d'autocrate, de dictateur autoritaire. Donc oui, Napoléon a donné à la France une grandeur qu'elle n'avait jamais eue avant et qu'elle ne retrouvera jamais par la suite. Et c'est ça aussi qui constitue sa légende noire. Est-ce que pour vous, il a été un dirigeant, un souverain plus meurtrier que les autres ? Alors, le bilan des guerres napoléoniennes est l'objet d'un grand débat dans la communauté des historiens, et débat qui remonte d'ailleurs à l'époque même de la Restauration. Chateaubriand, sous la Restauration, le présentait comme celui qui avait provoqué la mort de 5 millions de Français. Cette légende noire, elle se construit dès les années 1820-1830. Alors qu'en réalité, le total des appelés ne dépassait pas 2,5 millions.
D'après les spécialistes, et en particulier Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, entre 400 000 et 1 million de personnes seraient mortes entre 1799 et 1815, soit autant que les morts sous la période révolutionnaire 1792-1799, et bien loin des bilans des guerres de l'Ancien Régime, même si ces guerres de l'Ancien Régime, et notamment de Louis XIV, sont souvent accompagnées de très fortes mortalités en raison d'intenses famines, et surtout également très loin, évidemment, des guerres contemporaines. La Première Guerre mondiale, à titre de comparaison, a tué 10 millions de personnes, même si évidemment l'armement n'avait rien à voir. Alors pourquoi on a cette image justement d'un despote sanguinaire et qui n'accordait aucune valeur à la vie de ses soldats ? Cette image s'est construite comme une légende noire pour essayer justement de le discréditer, et puis lui-même participe à cette prise de distance vis-à-vis des soldats pour construire sa figure de général. En tant que général, il n'était pas là pour afficher une quelconque empathie vis-à-vis de la vie humaine, et les soldats, les grognards de l'armée napoléonienne sont largement vus comme des artisans de cette puissance de la France dans l'Europe. Les grognards, c'est le surnom qu'on donnait aux soldats de l'armée napoléonienne, c'est ça ? Tout à fait. Alors on les appelait les grognards parce qu'ils avaient tendance à se plaindre, étant donné les longues marches pour aller conquérir le reste de l'Europe, et notamment la Russie. Et donc grogner signifiant se plaindre en français, le nom leur est resté collé à la peau. Ah d'ailleurs, parce que moi donc j'habite en Pologne, et en France on a cette expression être saoul comme un Polonais, et je sais pas si vous en connaissez l'origine, mais justement ça vient aussi de l'armée napoléonienne. Je sais pas si vous avez entendu cette anecdote. Pas du tout. Donc en fait à l'origine apparemment c'était une expression plutôt positive, parce que Napoléon avait dit à ses soldats, aux soldats français, si vous voulez être ivre ou être saoul, pas de problème, vous pouvez boire, mais soyez saoul comme des Polonais. Parce que les Polonais buvaient beaucoup, mais ils étaient très courageux sur le champ de bataille. Donc voilà, à l'origine, c'était une expression plutôt positive, être saoul comme un Polonais. Bref, pour revenir aux guerres napoléoniennes, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Napoléon a été un peu forcé de faire ces guerres justement à cause de la pression des monarchies européennes ? Alors Napoléon n'a évidemment pas la pleine responsabilité des guerres qui portent son nom, des guerres dites napoléoniennes. Il est d'abord l'héritier d'une guerre déclenchée sous la Révolution, déclenché par les appels à l'aide de Louis XVI aux autres souverains européens pour tenter de rétablir le caractère absolu de son pouvoir. Cette guerre est même constamment alimentée par ses ennemis. On peut penser en 1802-1803 à la paix d'Amiens, qui ne dure que quelques mois et qui est très vite rompue par les Britanniques lors du retour au pouvoir de William Pitt, qui cherche à assurer au Royaume-Uni sa suprématie maritime et qui reprend donc le combat contre la France. Napoléon n'est donc pas évidemment le seul responsable des guerres qui se sont déclenchées en Europe à cette époque-là. On dit aussi parfois que c'est Napoléon, et en particulier l'occupation de l'armée napoléonienne, qui a donné naissance au sentiment nationaliste dans certains pays européens, notamment en Prusse. Est-ce que c'est un chef d'accusation qu'on peut ajouter à la liste à charge contre Napoléon, selon vous ? Ou est-ce que c'était plutôt une tendance de toute façon qui s'inscrivait dans l'histoire ? Napoléon a encouragé le mouvement des nationalités. Évidemment, ça fait partie de ces valeurs de la Révolution française, qui au début sont pensées comme positives. Là, on adopte un regard plutôt anachronique si on lui reproche d'avoir permis à ces nationalités de s'émanciper, puisque certes, le mouvement des nationalités donne lieu au nationalisme qui lui-même déclenche la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi ce mouvement qui permet à des peuples de se gouverner eux-mêmes, et le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes est lui-même célébré par l'ONU après 1945. Alors, donc on a parlé un peu du côté géopolitique, justement, de Napoléon.
Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde deux points qui sont vraiment au cœur des polémiques sur la commémoration du bicentenaire de Napoléon, dont le premier qui est ce fameux rétablissement de l'esclavage. Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner un peu le contexte et nous expliquer pourquoi Napoléon a décidé de rétablir l'esclavage ? L'esclavage avait été aboli en 1794 par la Révolution française au nom du principe d'égalité entre les êtres. Il est rétabli en 1802 par le Premier Empire par pur pragmatisme. Il s'agit alors d'un contexte de rivalité avec l'Angleterre, les planteurs des Caraïbes françaises ayant favorisé l'occupation du Royaume-Uni pendant la période où l'abolition théorique de l'esclavage avait été décrétée. Abolition théorique puisqu'elle n'a jamais été mise en œuvre dans les territoires qui étaient alors largement passés sous souveraineté britannique. Donc, en réalité, ce rétablissement de l'esclavage est uniquement pour Napoléon perçu comme un moyen de récupérer les colonies françaises, de développer l'économie sucrière et d'un point de vue géopolitique, de récupérer son influence dans les Caraïbes. On a longtemps prêté à Joséphine de Beauharnais une intervention personnelle dans ce rétablissement de l'esclavage. Elle était évidemment la première épouse de Napoléon Ier, elle-même issue d'une famille de Martinique, de planteurs donc établis à la Martinique, et ses propres enfants, issus d'un premier mariage, étaient eux-mêmes propriétaires de plusieurs plantations à Saint-Domingue. Cette légende noire qui prête à Joséphine une intervention auprès de Napoléon pour ses propres intérêts personnels est largement fausse. La première décision et le gros enjeu pour la France, ce sont les intérêts économiques et stratégiques. Donc c'était plus une question de pragmatisme, entre guillemets, qu'un point de vue plutôt idéologique. Tout à fait, on est dans le pur pragmatisme. Il s'agit de reprendre le contrôle des îles au détriment du Royaume-Uni et non une quelconque idéologie, une quelconque histoire de valeur. Ce serait complètement anachronique aussi de penser ça. Et quelles conséquences a eu cette décision de Napoléon et ce rétablissement de l'esclavage ? Ce rétablissement de l'esclavage a pour conséquence de permettre à la France de récupérer les îles, mais évidemment perpétue l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc jusqu'en 1848, puisque c'est la Deuxième République qui abolit cet esclavage définitivement en ce qui concerne les colonies françaises. Une première avancée avait été accomplie en 1815. Le Congrès de Vienne avait interdit la traite négrière, mais ce sont encore des dizaines de milliers de personnes qui payent de leur vie cette décision de rétablissement de l'esclavage pour le simple rétablissement d'une puissance politique et économique de la France. Et ensuite, les autres grands perdants, ou plutôt les grandes perdantes du règne de Napoléon, ce sont les femmes, en particulier avec la place qu'il leur a donnée dans le Code civil. Est-ce que Napoléon était simplement un homme de son époque, ou alors est-ce que lui, personnellement, était plus patriarche que les autres, selon vous ? Alors, Napoléon est largement un homme de son époque. On lit parfois que ses représentations méridionales ont pesé sur sa représentation de la femme. À titre personnel, je souscris peu à ce genre de cliché, peu importe sa région d'origine en France, à mon sens, ce n'est pas directement lié. On lui prête notamment cette maxime, la femme est la propriété de l'homme, comme l'arbre fruitier est celle du jardinier. La femme servant donc à l'homme pour assurer sa reproduction. Mais ces idées sont largement partagées dans la France du début du XIXe siècle. Il n'y a pas véritablement de débat sur la place de la femme dans la société, comme on a pu le penser à travers la Révolution française. La femme est largement pensée comme mineure, même au sein de cet épisode. Donc pour vous, le Code civil, c'est pas spécialement un retour en arrière par rapport aux avancées, entre guillemets, de la Révolution ? Absolument pas.
Le Code civil est profondément misogyne. Il exprime clairement que les femmes doivent obéissance à leur mari. Le mariage demeure cette institution profondément inégalitaire. Juste pour prendre un exemple, pour alimenter ce discours autour d'un code civil misogyne, un mari peut demander le divorce en cas d'adultère. Pour la femme, il faut que l'adultère soit commis à domicile. Les peines sont différentes. La femme risque l'emprisonnement de 3 mois à 2 ans de prison. Pour l'homme, c'est une simple amende de 100 à 2000 francs. Donc, le Code civil est bien misogyne. Un exemple encore plus frappant, même si le jeu de mots est involontaire, pour l'homme, il est même autorisé d'user de la violence conjugale. L'homme peut ainsi joindre la force à l'autorité. C'est écrit clairement dans le Code civil, aboli depuis, évidemment, même si dès l'origine, le Code civil mentionne que cette force, il doit l'utiliser avec modération. Mais on a bien un Code civil qui est profondément misogyne. Pourtant, ça ne représente en rien un retour en arrière. Sous la Révolution, l'espoir des femmes a été globalement déçu. Il y a bien eu un engagement réel des femmes sous la Révolution, l'émergence d'une parole féministe. On pense bien évidemment à Olympe de Gouges, qui a donc proposé une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais les femmes ne sont absolument pas récompensées de cet engagement et elles restent largement les grandes perdantes de la Révolution française. Pour faire très simple et également très court, à la fin du XVIIIe siècle, on pense la femme en fonction d'un rapport genré entre les sexes. Les femmes doivent s'occuper du domicile, être les gardiennes du foyer, alors qu'aux hommes, on réserve le domaine extérieur, la politique. Et donc, le Code civil ne correspond en rien à un retour en arrière, mais il est plutôt un moyen d'affirmer un état de fait sur une condition féminine jugée inférieure. Alors, maintenant, pour finir, on va s'intéresser de plus près à cette polémique autour de la commémoration. Selon vous, quel héritage Napoléon nous a laissé ? On entend parfois cette citation « Napoléon est une part de nous ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que pour vous, Napoléon a toujours une place prépondérante dans l'identité française ? Alors Napoléon en tant que tel, pas nécessairement. En revanche, les innovations mises en place par Napoléon ont évidemment façonné la France contemporaine. Et on pense en premier lieu à cette réorganisation juridique. Il a non seulement fait réaliser le Code civil, mais aussi les codes criminels, le code commercial, le code rural, le code de procédure civile. Il participe donc d'une uniformisation du droit. Dans un autre domaine, il a réorganisé la France d'un point de vue économique. Il est à l'origine, bien sûr, de la création de la Banque de France, mais également du franc germinal, une monnaie qui a eu cours en France jusqu'en 1908 et qui a permis sa déclinaison dans les États africains avec le franc CFA. De la même manière, dans l'éducation ou la manière de la concevoir, du moins en France, c'est Napoléon qui a créé les lycées. Il prévoyait d'en créer un dans chaque département, même si ceci n'était évidemment que réservé aux hommes, et encore plus aux plus aisés. Un système de bourse existait, mais globalement, ce n'était pas conçu pour tout le monde. C'est une institution très élitiste, mais c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a créé également le baccalauréat en 1808, ce rite de passage bien français, bien qu'attaqué ces dernières années, qui consiste à ouvrir l'enseignement supérieur. Et enfin, il a considérablement renforcé le poids de l'État, participé à cette centralisation dans l'héritage de la monarchie largement récupéré par la République. Il a conservé les départements de la Révolution. Il a créé, bien sûr, la fonction de préfet qui, donc, dans chaque département, sont chargés de relayer la parole de Paris et qui reste l'un des symboles de cette organisation politique de la France. Et de cette centralisation qui lui était chère et qui nous est restée jusqu'à aujourd'hui.
la centralisation française remonte au XIIIe siècle. C'est pas lui qui a eu l'idée d'installer la capitale à Paris. Il en est là un héritier, mais en même temps un passeur pour l'histoire. Donc on voit bien que Napoléon, même s'il constitue dans certains domaines une rupture, il est largement également l'héritage de cette histoire de France multiséculaire, et il a essayé de réaliser cette synthèse entre la monarchie et la République née de la Révolution. Et comment il est enseigné aujourd'hui dans les écoles françaises? Comment on parle de Napoléon, vous qui êtes professeur? Alors, Napoléon est évidemment enseigné dans les programmes scolaires, notamment au lycée qu'il a contribué à créer. Le programme du lycée lui accorde une bonne place en début d'année de première. Il est surtout enseigné sous l'angle de la Révolution française. L'un des grands débats qui est dans l'enseignement scolaire, c'est de savoir si Napoléon est l'héritier de la Révolution française ou au contraire s'il en est le fossoyeur. Est-ce que Napoléon a inscrit dans le droit les principes de la Révolution ou au contraire était-il un simple retour à l'ordre ancien? C'est sous cet angle-là qu'il est enseigné et non pas sous un angle polémique. L'image du rétablissement de l'esclavage est largement enseignée dans les établissements scolaires, de la même manière que le recul sur la place de la femme dans la société est évidemment enseigné avec beaucoup de recul aujourd'hui, et heureusement. Et au contraire, j'ai l'impression qu'on insiste peut-être un peu moins sur toutes les batailles, les guerres, le côté militaire et conquérant du personnage. Oui, l'histoire bataille est complètement dépassée dans l'enseignement tel qu'il se réalise aujourd'hui dans les établissements scolaires. On enseigne bien quelques noms de batailles. Les Français connaissent notamment Waterloo, donc la défaite de Napoléon, mais ce n'est plus du tout sous cet angle militaire qu'il est enseigné. Là, c'est plutôt du fait des passionnés justement de l'histoire qui ont récupéré ces grands moments de l'histoire napoléonienne, mais presque pas dans l'enseignement scolaire. Et vous, en tant qu'historien, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qu'il y a autour de son bicentenaire et plus généralement autour de la commémoration de Napoléon? Je dois dire que on s'attendait à une commémoration de Napoléon, on s'attendait évidemment à son lot de polémiques. J'ai été relativement surpris par l'ampleur de celle-ci. Satisfait d'une part de voir que l'histoire occupe encore tant de place dans les discussions publiques, mais évidemment déçu de voir que cette histoire était à ce point instrumentalisée dans les discours politiques. Quand on voit que des responsables politiques comme Marine Le Pen célèbrent Napoléon pour en faire cet héritage d'une histoire, elle l'a célébré comme celui qui a tant fait pour son pays, comme celui qui a tant donné au monde dans ce qui est une simple relecture évidemment des faits du passé. On ne peut être que déçu que ces figures du passé soient encore aussi clivantes aujourd'hui. On est clairement ici dans le champ des mémoires, c'est-à-dire de l'instrumentalisation du passé au service du présent, et non pas dans le champ de l'histoire, qui, elle, consiste à diffuser un discours le plus neutre, si tant est que ce soit possible, du moins le plus objectif possible et le plus proche des faits. Justement, le discours d'Emmanuel Macron, c'était un peu un exercice d'équilibriste, parce qu'il était toujours entre ce qu'on appelle la célébration et la commémoration, et lui, il a dit dans son discours qu'il fallait faire une commémoration éclairée, je cite. Pour vous, est-ce qu'il y a d'abord une distinction vraiment entre célébration et commémoration? Est-ce que les deux ont une fonction, un rôle à jouer? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Emmanuel Macron, pour revenir sur son discours, il a, à mon sens, réussi cet exercice d'équilibrisme. Il faut dire que en même temps, il le connaît bien, il le pratique depuis 2017. Il a mentionné un portrait en clair obscur, pour reprendre ses mots. Mais les fautes étaient présentes dans le discours, et notamment l'esclavage, le rétablissement de l'esclavage.
La commémoration est une mise à distance d'un épisode du passé pour essayer de lui accorder une place dans le présent, alors que la simple célébration relève ici plus de la légende, du mythe, et donc d'une mise à l'honneur qui serait orientée politiquement. Là où on peut être satisfait, c'est de ce discours équilibré. Là où on peut être plus déçu, c'est que les commémorations soient aussi choisies et que certains événements de l'histoire de France contemporaine soient tout bonnement écartés. On peut penser bien évidemment à la Commune de Paris du printemps 1871, cette expérience révolutionnaire au début de la Troisième République qui a permis à des milliers de Parisiens de prendre le contrôle de la capitale pour tenter une expérience d'égalité juridique, d'égalité politique, de démocratie directe en France. Cette Commune de Paris, elle n'a tout bonnement pas été ni célébrée, c'était une évidence, mais ni commémorée, et là c'est plutôt un regret, par le pouvoir en place. Donc pour vous, c'est vraiment une question de choix politique. Clairement, et ça montre qu'on n'est pas dans la simple commémoration. Pourtant, Emmanuel Macron, pour le citer, il a fustigé ceux qui veulent effacer le passé, au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Effacer le passé, c'est pourtant ce qu'il a semblé faire avec la Commune de Paris, sans lui rendre hommage, mais pour défendre également notre président. La Commune de Paris elle-même avait cédé à cette tentation qui consiste à effacer l'histoire en déboulonnant la colonne Vendôme sur laquelle trônait un certain Napoléon. Très bien. On pourrait s'arrêter là-dessus, mais j'ajouterais juste une dernière remarque parce que je sais... Pourtant, c'était quand même une chute un peu travaillée, non ? C'était une très bonne chute, mais je peux pas ne pas rebondir sur l'épisode de la Commune, notamment parce que moi, je vais y consacrer un épisode du podcast prochainement, donc je l'annonce maintenant, mais aussi parce que vous avez écrit un livre sur les Gilets jaunes, et peut-être que ce choix d'Emmanuel Macron, ou en tout cas du pouvoir de ne pas célébrer la Commune, ça pourrait être lié au traumatisme qu'il a vécu avec ce mouvement des Gilets jaunes. Alors effectivement, l'histoire de la Commune a été commémorée ou célébrée par les Gilets jaunes. À plusieurs reprises, ils se sont rendus devant le mur des fédérés, le lieu d'exécution des derniers communards à la fin de l'épisode, donc au mois de mai 1871. Emmanuel Macron souffre peut-être de ce traumatisme effectivement lié à la Commune de Paris. Plus généralement, on peut penser que ça ne correspond pas à ses valeurs, ça ne correspond pas à son image de l'histoire de France, aussi simplement que ça. Et c'est là où justement on voit les limites d'une commémoration qui n'en est pas véritablement une, et qui reprend à gros traits les avatars d'une célébration de Napoléon. Très bien. Florent Van de Piet, merci beaucoup pour vos réponses. Je pense que les auditeurs vont apprendre énormément de choses. Je vous rappelle que la transcription de l'épisode sera disponible sur le site et on va apporter plusieurs traductions parce qu'on a utilisé certaines expressions qui, à mon avis, sont un peu complexes. Donc voilà, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez écrit un petit livre sur les Gilets jaunes qui est très intéressant pour mieux comprendre ce mouvement. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les auditeurs. Et le livre sur lequel vous travaillez en ce moment, quand est-ce qu'il va être publié ? Alors, je travaille sur 2 livres, les 100 fiches de géopolitique pour les nuls pour le mois d'août. Et surtout, je suis très occupé par l'histoire du monde pour les nuls qui est à paraître pour septembre 2020. Il s'agit d'une réédition d'un livre donc de Philippe Moreau-Desfarges et je vous invite à le découvrir au mois de septembre 2020. 2021 peut-être, parce que sinon on est déjà en retard. Effectivement, mais c'est mon côté historien de 2021, bien très sûr. Bien. Vaste programme en tout cas, donc voilà. Merci beaucoup pour votre temps et vos réponses. Merci à vous pour la proposition et ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Au revoir. Au revoir.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit commentaire sur la page de l'épisode, sur innerfrench.com. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous voulez plus d'interviews de ce style, avec des experts dans différents domaines. Moi, en tout cas, j'ai adoré discuter avec Florent Van de Piet, j'ai appris beaucoup de choses. Et je serais très content si vous avez envie d'avoir plus d'épisodes dans ce style. D'ailleurs, il m'a déjà dit qu'il serait ravi de revenir pour discuter d'un autre sujet dans le podcast. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!